Voilà, on démarre, hein. C'est ça, ça tourne, oui. Ça tourne. Bonjour Alain. Honneur aux dames, tu te présentes. Bonjour Serena. Donc Serena Massy, coach systémique. J'ai monté le cabinet SAM Systémique qui accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation. Et je suis avec toi Alain aujourd'hui. Voilà, nous sommes d'ailleurs ensemble. Donc Alain Cardon, maître coach certifié de l'International Coach Fédération et aussi accompagnant des entreprises, des équipes, des personnes en approche système, donc qui est notre point commun en termes de réflexion et d'action, etc. J'oublie toujours de dire que je suis également certifiée, Ouais. comme si c'était une évidence. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de cette approche système, qui est quelque chose quand même de très pragmatique. Donc on pourrait l'appeler l'approche locale. Oui, non, le dicton sur l'approche système, c'est qu'il faut être gloco. Oui. Autrement dit, avoir une conscience, une compréhension, une aspiration globale. Et c'est là où souvent les personnes ne sont pas conscientes de l'expression locale, c'est qu'il faut aussi savoir agir au niveau local. Ça ne sert à rien d'être le nez dans les étoiles et avoir une vision globale, voire universelle, spirituelle, etc. Si, comme dirait un bon paysan, les jambes ne descendent pas jusqu'à toucher terre. Il faut savoir agir. Et agir, c'est localement. Donc on en vient à ce qu'il y a de plus local pour chacun, c'est lui-même, c'est ses actions, alors si je suis patron d'une équipe, c'est aussi mon champ de responsabilité dans l'équipe, dans l'organisation, mais à mon niveau, ça ne sert à rien de dire ce que les autres doivent faire au-dessus, autour, etc., si moi-même je ne suis pas capable d'agir. Oui, c'est appliquer les choses à soi-même, être conscient de ce qu'on fait à notre niveau, pour pouvoir en fait l'appliquer sur un niveau d'équipe ou d'organisation. Donc le local en termes de personnes, c'est soi. C'est soi. Voilà. Tout à l'heure, je rigolais. Par exemple, j'étais en train de manger des pistaches d'une façon frénétique et je disais, bon, on en vient aux compétences locales. Et une des compétences que j'ai illustrées en disant, si je ne suis pas capable de m'interrompre, autrement dit, dans mes habitudes, dans mes gestes, dans quelque chose de compulsif, on va appeler ça à la limite une drogue, quoi. On peut être... nos habitudes sont regarder la télé, manger, etc. Si on n'est pas capable de s'interrompre à un moment donné, même si on ne sait pas avec quoi on va le remplacer, mais dire, il faut que on va tous rentrer dans des comportements d'habitude. Or, c'est intéressant de se dire, sur des tas de choses, si on n'est pas capable de s'interrompre pour faire immédiatement. Par exemple, j'ai une idée, je me dis, il faudrait que je la note. Si je ne la note pas immédiatement, l'idée est perdue. Il faut savoir m'interrompre pour faire quelque chose et passer à autre chose, etc. Et revenir à ce que je faisais aussi. Donc il y a de l'interruption utile, stratégique, nécessaire. Il faut savoir se concentrer. Mais il faut savoir s'interrompre dans des tas de choses inutiles pour passer à autre chose. Ouais. Donc ça, c'est une compétence locale. Et en fait, dès que, en tant que systémique, on parle de responsabilité locale, en termes d'action locale, etc., j'en viens à des micro-compétences pour rôder des choses. Et les répéter. Et les répéter, les rôder, pour qu'elles deviennent de nouvelles habitudes. Et en quelque sorte, c'est de l'auto-management. Si on parlait de la nécessité d'apprendre à s'auto-manager. Oui, ça vient avec les compétences alors de coach, si on pratique ça en termes de métier, mais c'est aussi des compétences qu'un manager peut acquérir
afin de le faire dans son rôle de management. Dans son rôle de management, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui on parle beaucoup de leadership, chacun y donne sa définition. Et peut-être que une façon de passer leader, c'est créer cet espace intérieur qui nous permet de progresser sur nos ajustements, nos micro-compétences, oui. et de le permettre à son équipe. Oui. Donc, c'est déjà savoir s'auto-encadrer. Moi, il y a un truc qui m'amuse aussi, c'est quelquefois, il y a des personnes dans une équipe, on va dire, voilà, il a une forte personnalité. Oui. J'aime bien l'expression. On pourrait imaginer que ça veut donc dire qu'il devrait être leader, mais 9 fois sur 10, les comportements de forte personnalité, c'est des comportements d'enfant gâté. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce qu'il veut, il lève la voix, ou il veut jouer, si c'est comme ça, je pars, ou c'est des enfants gâtés. Ils se mettent facilement en colère, etc. Bon, ils ont ce qu'ils veulent, et les autres les laissent faire. Donc pour se justifier, ils disent c'est des fortes personnalités. À mon avis, c'est des personnalités mal finies. Ils ne savent pas s'auto-manager. Donc comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est des managers? Ils ne savent même pas s'auto-manager. Donc c'est intéressant de voir le sens des mots là. Ça rejoint un petit peu cette approche de faire les choses en pleine conscience, hein, dans le sens vraiment au quotidien, c'est-à-dire être présent à ce qu'on fait, ne pas subir les émotions ou ce qu'on a pu traverser par ailleurs, et en fait l'ajuster à l'intelligence situationnelle, ce qui est quand même un oxymore, hein, mais voilà, être capable d'être conscient de ce qu'on fait. Et d'agir dessus, de rectifier, etc., de décider de continuer. Là, il y a aussi, à mon avis, des micro-compétences qu'on peut mettre par catégorie. Oui, il y a les micro-compétences, par exemple, là aussi, dans les processus délégués en équipe, c'est en fait le déploiement de micro-compétences dans un domaine précis. C'est intéressant de savoir se fixer un temps pour faire quelque chose et se cadencer pour le faire. Par exemple, je vais dire, tiens, je vais courir pendant 1 heure. Combien de kilomètres je veux faire, combien je dois avoir fait à la mi-temps, au quart-temps, etc. Et je vais me cadencer pour avoir un bon rythme et faire ce que je voulais faire dans le temps que j'ai alloué. Voilà. Mais c'est pas l'inverse. Parce que parfois on se dit, on attend et on fait, c'est-à-dire à la limite commencer par se caser un temps et faire ce qu'on veut faire dans ce temps-là. Dans ce temps-là, et se rythmer pour le faire dans ce temps-là, etc. Le cadençage, en fait, c'est pas seulement cadencer le temps, mais c'est cadencer l'action dans le temps. Donc, on va dire, on fait une réunion pendant, je sais pas, 1 demi-heure sur tel sujet. Il faut savoir ce qu'on veut en contenu à la fin. On veut telle décision, etc. Ou on veut programmer ou avoir un plan d'action, je ne sais pas quoi, au cours de cette réunion. Bon, c'est intéressant à la mi-temps de se dire comment on a avancé, même au premier quart-temps, est-ce qu'on a bien démarré, est-ce qu'on a bien posé nos fondations. Au 3/4 se dire ok, c'est bon, on va le faire dans les temps. Donc c'est intéressant de se cadencer. Pour moi, c'est souvent au 4/4, c'est un minimum. À chaque quart. Et c'est une micro-compétence. Je peux me dire, ok, je vais écrire tel article pendant tant de temps, ou je vais répondre à telle série de mails qui s'accumulent pendant tant de temps, et vraiment me cadencer pour que ça tienne dans les temps. Je ne veux pas m'arrêter sur un email, puis faire autre chose, etc. parce qu'après, je vais me dire, mais où est passée ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, pour revenir, ça c'est pour moi une micro-compétence. Je peux le rôder sur une centaine de choses dans la journée, même un repas ou un café, etc. Plus je suis conscient de ça, plus je peux me dire, ok, je vais faire ça. Et au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Autrement dit, il suffit que je dise, je vais faire ça pendant 10 minutes, je le fais, au bout de 10 minutes, je regarde, 10 minutes, c'est pile poil. Parce que on se rôde physiquement, ça devient imprimé de savoir se cadencer pour faire des choses. Ça s'imprègne corporellement. Oui, exactement. Alors la même chose dans des équipes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'apprendre à se cadencer pour faire à l'heure. Moi, il y a des équipes, je leur demande combien de temps vous faut-il pour faire une réunion sur un sujet. Ils me disent, ça dépend du sujet. Je dis non,
quel que soit le sujet, combien de temps vous faut-il? Ils ne comprennent pas la question. Mais en fait, il leur faut tout le temps, à chaque fois, il leur faut 20% de plus. Autrement dit, s'ils se donnent 10 minutes, il en faudra 12. S'ils se donnent 20 minutes, il en faudra 24. S'ils se donnent une demi-heure, il en faudra... Oui. Autrement dit, ils ont imprimé le fait qu'ils dépassent d'autant. C'est une habitude, ils s'accordent. C'est un geste mental en fait, qui met en place. Et on développe une habitude et on ne sait pas s'interrompre. Dans des cas comme ça, quelquefois, ils dépassent les 50%. Et là, je leur dis, vous vous arrêtez à la fin du temps que vous avez imparti, même si vous êtes frustré. Oui, ne vous accordez pas plus de temps. Arrêtez-vous. Mais on n'a pas fini le sujet, justement. Et ce qu'ils voient très rapidement, c'est que s'ils s'arrêtent, ils sont frustrés. Donc la fois suivante, ils font dans les temps pour ne pas être frustrés. Alors qu'ils ont pris l'habitude de s'accorder des rallonges, comme dans leur budget, etc. C'est ça, comme la gestion de stock ou un budget, ou effectivement. Oui. Alors c'est intéressant l'interruption, parce que dans la pratique de coaching, nous en tant que coach, on interrompt. C'est quelque chose, et puis c'est quelque chose qui parfois peut être perçu, parce qu'on est bien élevés tous. Moi je sais que, étant petite, on me disait tu n'interromps pas les personnes, t'attends, Est-ce que je peux t'interrompre? Voilà. Donc c'est une approche disruptive pour donc, mettre en tension. Voilà. Dans les entreprises, c'est quelque chose qui peut être inscrit dans des habitudes. De ne pas interrompre. Dans beaucoup de réunions, pour y revenir, il y a quelqu'un qui parle, on le laisse parler, et puis un autre parle après pour argumenter, et puis on les laisse faire, etc. Personne n'interrompt ça. Ça prend toute la réunion, et après ils disent il en faut une autre, nos réunions sont inefficaces, mais parce qu'ils n'interrompent pas les processus habituels. Ce qui fait que c'est une deuxième micro-compétence, c'est la capacité d'interrompre, effectivement. Elle n'est pas soulignée dans beaucoup d'écoles de coaching. Parce qu'on souligne la nécessité de savoir écouter, mais il faut savoir écouter pour savoir quoi interrompre. Parce qu'il faut interrompre l'inutile, l'habituel, le client qui se raconte pendant 2 heures, etc. Il faut savoir l'interrompre. Oui, parce que ce qu'il dit, de toute façon, il le sait. Ouais, ça ne va pas changer grand-chose à ce qu'il vient chercher d'autres. C'est sûr. Dans le coaching, c'est ça. En fait, un client qui parle et qui dit ce qu'il sait longuement renforce son cadre de référence alors que l'objet du coaching, c'est de changer de cadre de référence. Donc il y a un paradoxe, parce que le client veut raconter tout le problème longuement, pendant ce temps-là il renforce son cadre de référence. Si le coach écoute en disant intéressant et alimente son histoire, l'histoire du client, finalement il renforce le cadre de référence. Il faut savoir l'interrompre en disant est-ce que je peux t'interrompre? J'ai l'impression que tout ça tu le sais. Tu t'en as déjà parlé probablement plusieurs fois, plusieurs personnes. Alors et là ça interrompt, donc il y a un vide. Et on va voir que les habitudes en fait sont là pour remplir le vide. Et remplir le vide, on reste dans nos habitudes. Donc effectivement, deuxième compétence importante, il y a ce cadencer, il y a interrompre. Oui. Alors il y en a quelques-unes en plus quand même. Oui, par exemple une forme d'interruption, c'est interruptif, c'est de dire qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce que tu proposes? On dit quelqu'un qui décrit un problème, c'est dire on connaît bien le problème, qu'est-ce que tu proposes? C'est une forme d'interruption, mais là elle est particulière, elle est centrée décision. Elle est projetée. Comment on avance? Quel est l'objectif plutôt que l'histoire? Quel est le résultat plutôt que le passé? Alors ça je trouve extraordinaire dans les réunions, parce que beaucoup de réunions consistent à raconter ce qui s'est passé. Autrement dit, on va avoir une réunion sur les chiffres et dire alors explique qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les chiffres baissent, etc. Alors c'est conjoncture, concurrence, etc. Mais on explique le passé, ça ne sert à rien en ce qui concerne l'avenir. Il faudrait que quelqu'un interrompe en disant l'explication est sûrement utile, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas le mois suivant, ou que ça ne revienne plus jamais? Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour
pour récupérer le coup. Quel est notre programme d'avenir? C'est beaucoup plus intéressant que de passer 80% de la réunion à expliquer d'où ça vient, qui est responsable en gros. Oui, chercher le responsable. Et ça, c'est une forme d'interruption. Mais j'appelle ça, c'est pousser la décision, c'est pousser à l'avenir. Et c'est une fonction de coach que de dire vers quoi vous voulez aller. Le coaching est centré avenir, solution, construction, énergie. Oui, qu'est-ce que vous voulez rendre possible? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez. Et là, il faut utiliser donc ce que j'appelle du pouce-décision comme stratégie d'interruption. C'est une autre micro-compétence, mais qui rejoint l'interruption. Oui, tout à fait. C'est une autre forme. Ouais. Alors, on en est à 3. Et quand tu dis micro-compétences, ça a l'air tout petit, mais c'est très puissant. Oui, c'est des choses toutes petites qu'on peut faire dans des séquences très courtes, mais comme en approche système, il y a cette notion de fractalité. Donc ce que j'apprends à faire en 10 minutes, ou en 5 minutes, ou en 2 minutes, même dans une interaction, si je le fais suffisamment de fois, ça commence à inscrire un genre de pattern différent de fonctionnement, et je vais savoir le faire dans des séquences plus longues, plus régulièrement, et ça va essaimer. Donc ça me modélise. Ah oui. Donc ça, c'est par le plus local possible, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est si je ne sais pas faire ces choses-là au cours d'un entretien de quelques minutes, je ne saurais pas les faire au cours d'un projet de 6 mois. Il faut commencer local, c'est-à-dire commencer petit. C'est comme, je ne sais pas, construire avec des Legos, il faut déjà placer le premier Lego, le deuxième, le troisième. Et c'est ça qui fait en fait une construction, un édifice. Mais si on n'est pas capable de faire du local, je ne vois pas comment on va faire construire une cathédrale, quoi. Et puis c'est de l'apprentissage, ça me fait penser à n'importe quelle chose qu'on veut apprendre. C'est-à-dire si on veut apprendre à nager, on commence à nager en piscine, on ne sort pas en haute mer par tempête. Donc s'entraîner dans des situations qui sont déjà à notre niveau, au quotidien, répéter, pour qu'à un moment donné, quand ça devient dans la complexité, ça puisse être presque dans l'automatisme. Oui, ça devient des réflexes. D'accord, oui, absolument. Tu vois une autre micro-compétence qui peut être je pourrais dire non, je ne vois pas, je ne sais pas. Ça s'appelle la position basse. C'est être dans un réflexe presque de donner l'espace, de non-savoir, d'humilité, et ça se rôde. Parce que beaucoup de gens qui, par exemple, se forment au management, etc., et commencent tout de suite par penser que c'est faire aux autres. Le leadership, c'est faire aux autres, c'est être suivi, etc. Le plus grand danger, bien entendu, c'est d'oublier de commencer par soi et d'avoir l'humilité de dire que on ne sait pas. Donc quand quelqu'un d'autre vient et demande un avis, c'est de dire écoute, c'est une très bonne question, ça mérite réflexion. Quelles sont tes idées là-dessus? Autrement dit, pas dire tout de suite, fais ça. Ce qui peut être très pratique dans certaines situations, parce que c'est des raccourcis. Oui. Et puis, on est reconnu, ça peut faire très plaisir à l'ego également. Oui, mais ça propose un schéma. Exactement. Donc l'autre va revenir, revoir, va jouer, oui, mais. Oui. C'est-à-dire que moi, je souligne toujours non, mais j'aime bien souligner la fin de la phrase de quelqu'un qui propose une solution. La fin de la phrase implicite. Autrement dit, si quelqu'un vient me demander qu'est-ce que je dois faire dans telle situation, et je lui dis, tu déroules tel genre de programme. Il faudrait que je finisse ma phrase en disant pauvre idiot. Autrement dit, tout de suite, j'ai une position de sachant
Et je confirme à l'autre quelque chose. Et il y a de bonnes chances qu'il n'aime pas ça. Donc il va me dire, ouais, j'y ai pensé, mais le problème, c'est que... Autrement dit, on va voir s'instaurer, tu penses que je suis idiot, mais je vais te faire voir. Et ça part, tout de suite, c'est enclenché par la personne qui prétend avoir la solution pour d'autres. Il leur laisse pas une place. Et peut-être que ma solution est bonne, mais l'autre n'aime pas le genre de relation que je propose, qu'il a amorcé. Peut-être qu'à la limite, c'est pas ça qu'il voulait amorcer, il voulait avoir une discussion, il voulait être reconnu, etc. Ou développer une idée. Ou développer ensemble, ou collaborer. Autrement dit, quand quelqu'un résiste, j'aime bien cette histoire, résistance au changement, c'est un discours de leader, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec la résistance au changement? Il n'y a pas de résistance au changement, il y a la résistance à une relation top-down. Okay? De leaders qui manquent d'humilité et qui pensent que les autres sont des objets dans leur ambition. Personne n'aime être objet, ils aiment être sujet. Donc si le leader développe la micro-compétence essentielle, à mon avis, qui est de modestie, d'humanité, de générosité, parce qu'il y a beaucoup de générosité là-dedans, une forme de transparence, même une fragilité, mais essentielle de le savoir. Et c'est de la position basse, mais de la réelle, quoi. Et ça, c'est une micro-compétence à roder, autrement dit, de commencer toutes ces phrases avec c'est pas évident, je ne sais pas vraiment, le danger c'est que j'ai une solution mais qui m'appartienne et qui te convienne pas. Etc. Donc je trouve que c'est à roder tous les jours, dans des tas de situations. En fait, on peut lister une série de micro-compétences comme ça, un peu les formaliser en disant il y a tel genre d'exemples, de situations, etc. Mais à roder dans toutes les discussions qu'on a. Oui, s'exercer, en prendre une et la roder pendant un mois. Alors, il faut simplement, tout à l'heure on discutait en off, sur le mot micro-compétence et micromanagement. Voilà. Et ça n'a rien à voir, évidemment. Oui, sauf si on l'adapte à cette idée de local de chez local. Autrement dit, si le micromanager commençait par se micromanager lui-même, il y aurait des chances qu'il regarde des choses de plus près et change son comportement. Ce qu'on appelle micro dans le cas de l'approche système, c'est des toutes petites séquences. Mais ça ne veut pas dire qu'on les fait chez les autres. Hein. C'est pas manager à la culotte, comme on dit. Tout à fait. Mais peut-être se manager un peu plus à la culotte. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, dans d'autres domaines, être dans une pleine conscience. Absolument. Être dans un genre de métaconscience, faire de la métacommunication. Être présent à ce qui se passe. Présent à ce qui se passe et agir en fonction. Ça, c'est le côté action dans l'approche système. Il faut savoir agir. Sinon, la transformer en action. Prendre conscience, regarder et avoir cette compétence pour agir, pour impacter en fait cette. D'accord. Oui, ça me paraît. Alors sur des éléments plus larges, ça je dirais presque personnel. Au niveau global, tout le monde est conscient du réchauffement climatique, etc., de la pollution. La vraie question, c'est que faire au niveau local. Alors, il y a plusieurs étapes. C'est mesurer. Par exemple, j'ai décidé de ne plus avoir de voiture. Entre avant et après, quelle est la différence que je gagne? À la limite, ça coûte beaucoup moins cher de louer une voiture tous les week-ends de l'année que d'en avoir une en propre. En tout cas à Paris. En propre façon de parler, c'est plutôt sale. Mais en tout
tout cas de mesurer avant et après, pour me renforcer l'avantage de cette décision. C'est pas seulement une perte, c'est-à-dire que j'ai en fait les moyens d'investir dans autre chose, parce que je ne dépense pas bêtement dans quelque chose d'inutile. Okay, au-delà, alors je me permets de t'interrompre, au-delà du calcul financier, ne pas avoir une voiture ou ne pas avoir quelque chose, c'est aussi une libération d'énergie. C'est-à-dire on ne pense pas où on va la garer, etc. Il y a et puis on va marcher beaucoup plus, il y a un avantage indirect. Moi je connais des gens qui vont 100 mètres et prennent la voiture. Quoi. Donc il y a des tas d'avantages indirects, mais à la limite ceux-là c'est moins facile de les mesurer, mais on commence à les avoir dans le temps. C'est comme de décider de manger bio. Il y a des tas de gens qui vont dire c'est plus cher. C'est faux, c'est beaucoup moins cher, parce que si on intègre la dimension médicale, etc., la santé. Bon, en tout cas, c'est une fois que j'ai mesuré ce résultat, c'est aussi de le faire savoir. Autrement dit, si possible, d'en parler à mon environnement, d'écrire un article selon mes moyens locaux. C'est le faire savoir, le partager. Pour avoir un effet viral, parce que voilà, tous les avantages. Si je veux demain, pour le week-end, il fait beau, avoir une décapotable, si j'ai une voiture, je vais prendre ma voiture. Si j'en ai pas, je vais louer une décapotable. Ça me coûtera beaucoup moins cher. C'est en fait un moyen partagé, la location. C'est comme de prendre le taxi. C'est un moyen partagé. Ça veut dire qu'on ne construit pas autant pour avoir chacun sa voiture individuelle. On peut être dans une économie de partage. Donc c'est aller dans le bon sens. Ça, pour moi, c'est certains critères d'action locale où chacun devrait commencer à inventorier, mesurer, agir, regarder les résultats, communiquer. C'est la seule façon de sauver la planète. S'il n'y a pas d'action locale, c'est pas les Nations Unies qui vont s'en occuper, etc. Ça ne viendra pas d'en haut. Ça ne viendra pas d'en haut. D'ailleurs, on le voit bien avec tout ce qui se passe socialement aujourd'hui. L'action ne peut pas être déléguée vers le haut. L'action a besoin d'émerger du local. Là, on parle d'organisation, on parle de toutes sortes d'autres choses en approche système. Enfin, voilà un certain nombre de choses. Je ne sais pas si tu en as d'autres ou on commence à conclure. On commence à conclure. Ça me paraît très très riche pour des micro-compétences. Oui, il y a tout un travail, il y a toute une exploration. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pratique, dans le sens c'est efficace au quotidien. Ça ramène les choses vraiment dans un plan concret d'action. Donc on commence. Alors la stratégie c'est très bien, mais de toute façon ça nourrit la stratégie puisque ça la construit. Et puis il y a aussi une responsabilité personnelle. C'est-à-dire que ramener à son niveau ce qu'on veut donner à son équipe, à son organisation, à sa vie de famille, à sa vie sociale, etc. Et ça a besoin d'être mesurable, c'est là que ça rejoint les organisations, c'est-à-dire que tout ce qui est vraiment local se mesure, se partage, etc. et aboutit à un résultat global. Autrement dit, c'est la meilleure façon pour une organisation de gagner, c'est de rendre toute l'action locale, de rendre au local sa capacité d'agir. L'approche système est très très cohérente par rapport aux besoins d'organisation aujourd'hui dans ce sens. Et on peut le faire d'une façon très fun en fait dans les entreprises. C'est vraiment, ça peut être réellement un jeu avec soi-même. Ça redonne la vie là où elle devrait exister. Quoi. Tout à fait. On va finir là-dessus. Voilà. Ça donne la vie, ça me va bien. Merci. Merci.